Abdullah Taya, bienvenue dans Plus de 112, le podcast. Comment ça va? Je vais très bien, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Déjà, petite question toute bête, on dit Taya ou Taya? Non, en arabe, Taya. Taya. Alif, والطاء والالف والياء والعين بزاف الناس كيستعملوهم سميتي طايا حيت بالفرنسي كتكتب طايا Ouais. مي m'appelle طايا عبد الله طايا. Mais tu sais que à cause de la prononciation, on a au début, je disais Taya, ça m'a vraiment, je disais Taya, et je sais pas pour quelle raison, j'ai toujours pensé que tu étais né et que tu avais grandi en France et que c'est en fait tes parents qui étaient d'origine marocaine, mais non, en fait, t'es bien né et t'as grandi au Maroc, c'est ça? Non seulement je suis né, j'ai grandi au Maroc, mais je suis Ould Haï Salam de la ville de Salé. Donc, les Marocains comme moi, je crois que ça n'existe pas. Je suis profondément marocain et je suis né en 1973 et tout ce que je suis, je crois, vient du quartier de Haï Salam à Salé. Ouais, je sais pas, je sais, franchement, je saurais pas expliquer pourquoi j'avais l'image. Abdallah, tu as pris le parti de faire des œuvres autobiographiques et personnellement, je trouve ça vraiment Zama, très intéressant. Mais pourquoi ce choix? Pourquoi pas des romans et des films de fiction, par exemple? Pourquoi tu préfères parler de toi, parler de ta vie et au grand public? Tout d'abord, c'est pas un choix, comment dire, décidé dès le départ. C'est quelque chose qui est arrivé avec le temps et parce qu'il fallait bien maîtriser la langue, aussi bien la langue arabe que la langue française, que voilà, un jour, j'ai décidé de me mettre à écrire tout et n'importe quoi. C'était pas d'ailleurs pas du tout dans le but de devenir un écrivain, parce que pour moi, au départ, l'idée même de l'écriture ou l'idée de devenir écrivain, c'est quelque chose de très bourgeois, très loin de la famille pauvre et le quartier pauvre dans lequel je vivais et je survivais parmi d'autres gens qui survivaient eux aussi. Le but au départ, c'était juste de maîtriser vraiment la langue, aussi bien la langue arabe que la langue française. Et c'est cet exercice, je dis bien exercice, yani, chaque jour, j'avais un cahier, de phare, et j'essayais d'écrire tout et n'importe quoi. Donc pour moi, l'écriture, tout court, a commencé là, dans ces exercices infatigables, jour après jour, année après année. Et le résultat de tout cela, c'est que plus j'écrivais, plus je me rendais compte, par exemple, que personne ne parlait de ces gens extraordinairement transgressifs autour de moi qui vivaient à Haïselem. Personne ne parlait des sacrifices de ma mère. Dès que j'allais à Rabat, j'avais l'impression que les gens de Rabat me regardaient comme à regarder le pauvre de Salé qui a trouvé l'argent des bus pour arriver jusqu'à Rabat. Donc il y avait une forme comme ça de quelque chose d'injuste qui était opéré dans la société marocaine et injuste vis-à-vis de moi, puisque moi-même je suis homosexuel et que personne ne parle des homosexuels. Mais je dois préciser que dès le départ, c'était le résultat de cet exercice, de ces exercices d'écriture, de maîtrise de la langue, l'arabe et le français. Et aussi, voilà, tout ce monde, vous savez, je sais pas, dans n'importe quelle famille marocaine, il se passe des histoires assez extraordinaires. Mais malheureusement, il y a toujours quelqu'un autour de soi qui va essayer de nous empêcher soit de raconter, soit d'approfondir ces histoires et encore moins de les écrire. Il se trouve que très vite, que moi, je n'ai pas honte de ma famille, je n'ai pas honte de moi-même en tant qu'homosexuel, je n'ai pas honte de ma mère qui se sacrifie pour me trouver l'argent pour payer le bus et tout ça. Donc, voilà, ça vient vraiment de là. C'est pas par désir de dire au monde, regardez, je suis mieux que vous, ou bien je maîtrise la langue mieux que vous. Je pense pas d'ailleurs que je maîtrise la langue mieux que d'autres personnes. Alors, petite parenthèse littéraire, est-ce qu'il n'y a pas un risque avec l'exercice de l'autobiographie d'arriver au bout, d'avoir tout raconté, d'avoir tout partagé? Non, c'est l'inverse. Les familles marocaines, il y a tout le temps des choses qui arrivent. Et puis nous-mêmes, notre rapport dans la vie, notre rapport à la vie ne cesse de s'approfondir, on ne comprend pas. D'ailleurs, l'écriture nous apprend cette chose. C'est qu'en fait, on croit qu'on comprend ce qui arrive dans nos vies tous les jours, au jour le jour. Mais en fait, on est comme aveugle. On ne voit pas réellement, tellement on est dans les pressions, tellement on est dans un système qui nous empêche d'avoir accès aux autres, d'avoir accès à soi-même. L'écriture, autobiographique ou pas d'ailleurs, permet justement de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe entre Lataya et Othman qui sont en train de parler en ce moment. C'est quoi le rapport entre ma mère et moi? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère? Pourquoi ma mère ne m'a pas raconté
par exemple, que son premier mari a été envoyé par les Français pendant la colonisation à faire la guerre en Indochine, que son mari est mort là-bas, qu'il est enterré en Indochine. Pourquoi ma mère n'a jamais parlé de ça, par exemple? Et ça, c'est le sujet de mon dernier roman, Vivre à ta lumière. Je pense que l'écriture, non, c'est l'inverse. Il n'y a pas de bout à l'écriture. Il n'y a pas de fond. Plus on écrit, plus il y a d'autres choses à écrire. Rien de mieux que de parler de soi. Okay. Non, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas comme moi. Je l'ai dit, dès que je me suis mis à écrire dans c'est ma position, d'accord, à moi, mais dans le monde. Et dès que je me mets à écrire, j'apporte avec moi le monde. D'accord, j'ai écrit les trois premières œuvres peut-être étaient autobiographiques, c'est-à-dire le jeu qui disait jeu dans Le Rouge du Tarbouche, L'Armée du Salut arabe, c'était le jeu d'Abdallah Tayyar. Mais à partir de mes livres, Le Jour du Roi, Infidèle, Un pays pour mourir, Celui qui est d'être aimé, etc., on est passé à autre chose. C'est d'autres jeux, d'autres personnages qui ont pris l'espace. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que même si l'écriture est complètement autobiographique, même complètement narcissique, ce qui n'est pas le cas chez moi, je le précise, si cette écriture narcissique est extraordinaire et apporte des phrases incroyables et une poésie incroyable, pourquoi pas? Je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'au Maroc, les gens sont obsédés par eux-mêmes et par leurs problèmes. Les gens passent leur temps à se plaindre, je veux dire, du jour, toute la journée et même toutes les nuits. Et dès que quelqu'un autour d'eux passe à l'écriture, à vouloir fixer ce qui se passe dans nos vies, dans l'écriture, tout de suite, une censure sociale, politique arrive. Et cette censure est incarnée par ton grand frère, ton père, ta mère. Elle te dit, il y a tout le monde est obsédé par ce paraître, le paraître social, la société et tout ça. Alors que eux-mêmes, tous les jours, je veux dire, ils ne sont jamais fatigués. D'ailleurs, même shkwa, c'est un genre littéraire au Maroc. Voilà, c'est en soi. Dès que tu rencontres quelqu'un quelqu'un que tu n'as pas vu peut-être depuis 10 ans, tu lui as à peine dit bonjour, salam alaikum, au bout de 10 secondes, il va ouvrir la bouche, des problèmes, et il va avoir aucune honte que pendant, par exemple, 1 heure, tu vas entrer avec lui dans les moindres détails d'un problème précis qui a eu lieu peut-être il y a 20 ans. Donc, pourquoi on est si doué pour cette écriture la journée, mais dès qu'on veut l'écrire et qu'on veut la fixer par l'écriture dans un livre, par exemple, la censure tombe. Il se trouve que, heureusement, je suis gay et que j'ai appris très, 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 très tôt à ne pas me soucier de ce que disent les autres et puis il y aura toujours quelqu'un qui va me dire qu'il comprend mieux que moi ce que moi je veux faire. Voilà. Ouais, je comprends. Et d'ailleurs, regarde, parmi les offres autobiographiques, tu as cité, on retrouve ton film que tu as cité, L'Armée du Salut, pardon, qui est sorti en salle en 2014. Je l'ai vu récemment, je l'ai revu récemment, et je l'ai vécu comme un documentaire, justement, parce que on a ce point de vue d'El Abdallah, le petit, enfin, voilà, comme un documentaire. Est-ce que tu peux parler de l'histoire et nous décrire par la même occasion, du coup, à quoi ressemblait ton enfance à Salé dans les années 70, 80, Fay Salem? Mon enfance et mon adolescence ressemblent exactement à ce que j'ai mis dans le film. Ouais. Et même la mise en scène du film, elle ne vient pas de Hitchcock ou bien de François Truffaut ou bien de Steven Spielberg. Le style, comment j'ai mis la caméra, où est-ce qu'il fallait la mettre, elle vient de cette mise en scène de la vie à la marocaine, chez les gens simples, chez les pauvres, comment ils s'assoient, comment ils mangent, comment ils se regardent, comment ils crient, comment ils parlent, comment ils ne parlent pas. Donc voilà, je tenais à ce que même si peut-être pour certains le sujet est scandaleux parce que le petit héros est homosexuel, mais je tenais à ce que la description de la vie autour de lui, la vie marocaine, soit juste. Que les gens, comment ils s'assoient, comment ils se parlent, comment ils jouent, donc les comédiens, s'inspirent. Mais c'est même pas s'inspire, que ça vienne directement de ce que moi je sais, ça c'est la vie marocaine. Alors il y a évidemment des gens qui vont dire non, ça c'est pas le Maroc, ça c'est leur problème. Mais moi, en tant que rapport sincère à la vie, à l'art, si tu veux, au cinéma, il fallait que
que je traduise la réalité marocaine sans essayer de la faire entrer dans des références occidentales ou bien dans des références françaises ou que sais-je. Il fallait que ça vienne d'une production d'images que les Marocains eux-mêmes produisent tous les jours, comme ils passent leur vie à raconter leurs problèmes les uns aux autres tous les jours, par WhatsApp ou par je ne sais quoi d'autre. Ils produisent aussi des images, ils sont aussi dans une mise en scène de cinéma. Il fallait juste que moi, je sache précisément ce que je veux prendre, ce que je ne veux pas prendre, et comment diriger. Et au milieu de cette réalité extrêmement marocaine, mettre un héros inédit, si tu veux, dans l'histoire du cinéma marocain, et ce héros, il est homosexuel. Mais ce héros, pendant tout le film, à aucun moment, il dit que lui, il veut être comme un petit New-Yorkais gay, ou bien un petit Parisien gay. Jamais il est dans une logique marocaine, et il résiste comme n'importe quel autre Marocain résiste. Voilà. Comme on dit. Voilà. Il se débrouille comme plein de Marocains comme ils peuvent. Il se trouve qu'il est gay. Mais ce côté gay ne lui enlève en rien sa qualité marocaine populaire. Et ça, c'est pour moi, c'était très important de ne pas faire un film avec un héros qui va dire aux Marocains et au public marocain, eh ben, moi, je ne suis pas comme vous. Je suis un héros gay qui va aller vivre à Paris, qui va trouver la liberté à Paris, etc. J'ai fait la démarche inverse. Et en fait, passé quand j'étais petit garçon et adolescent. Moi, je vivais dans un monde extrêmement pauvre. Paris, Londres, New York, tout ça, c'est peut-être pour les gens de Belkacem ou bien de Californie à Casablanca. Mais moi, c'était très loin. D'ailleurs, je connaissais même pas Belkacem ou bien Californie. C'était des noms qui ne disaient rien aux pauvres comme moi. Donc, la façon pour vivre et pour s'accrocher à la vie, trouver des solutions, ne pas mourir, ne pas les laisser me violer tous les jours et tout ça, c'était m'accrocher à ce monde, à ces gens. Et c'est la stratégie que j'ai essayé d'appliquer dans le film et même dans mes livres. Hein. Mais justement, dans un de tes témoignages ou interviews, tu disais que ce quartier, Hayy Salam, où tu avais grandi, était tout ce que tu connaissais du monde, en fait. Une petite maison, 3 pièces, 11 personnes parce que grande fratrie, et puis c'est tout. Et c'est quelque chose qu'on ressent vraiment dans le film, avec le ton vraiment, certes, c'était ta vie, c'était la réalité, mais on ressentait vraiment le ton grave, le film. Et je sais que c'est fait volontairement, mais la partie la plus marquante du film, selon moi, et tu l'as mentionné, ce sont ces scènes où on voit le personnage principal, du coup, toi, vivre ses viols quasi au quotidien. Et tu disais que tout le monde était au courant, même ta famille, mais que personne ne pouvait parler, ne pouvait te protéger. Est-ce que toi, en étant enfant, tu comprenais ce comportement de ta famille et du voisinage? Comment tu percevais la situation? C'est une tragédie marocaine, que ce soit moi ou d'autres gens. Il n'y a pas que moi, hein. D'autres gens violés, se sont fait maltraiter et continuent d'être violés tous les jours au Maroc. Et n'en parlons même pas des femmes, de ce qui leur arrive, parce que les femmes, on les met dans les cuisines, on les marie, on leur dit allez, faites des enfants, et après, et après c'est comme si la vie des femmes allait, et en plus on leur dit soyez heureuses, fières d'être des femmes marocaines, elles doivent le dire devant les invités, et malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, les Marocains passent leur temps à se plaindre, mais dès qu'on commence à parler de ces plaintes personnelles d'une manière sérieuse, et essayer de discuter de manière rationnelle, le débat s'arrête au Maroc. C'est incroyablement terrifiant qu'au Maroc, que cette chose, dès qu'on veut, ou dès qu'on veut essayer de parler et de discuter et d'arriver à une solution sérieuse, ça s'arrête, le débat s'arrête. Et que les gens disent, ah, tu te souviens encore? Ah, ou bien ils vont te dire, ah, pourquoi tu parles comme ça? Comme tu as changé. C'est-à-dire que le mépris, je sais pas, installé entre nous, je ne sais pas par qui, entre nous, malgré nous, à un moment donné sort entre nous, il devient des condamnations terrifiantes. Des gens une fille qui vient te dire, ami, ou bien mon oncle, ou bien mon cousin me viole depuis. C'est des choses qui arrivent tous les jours au Maroc. Et la mère ou bien l'oncle qui va lui dire, non, tout ça.
C'est-à-dire, il y a quelque chose de l'ordre tu vois, on te pousse au suicide, au fond. D'accord, on ne meurt pas ou on ne se tue pas, mais il y a quelque chose de nous qui meurt sans cesse. Et malheureusement, on le voit aussi dans les réactions, en ce moment, dans les social media, quand on voit les réactions d'une partie de la société marocaine, certaines filles des verts et certaines situations de viol, des gens condamnés pour viol, et on voit comment la société, d'une manière générale, hein, continue à défendre les violeurs, et empêche même la parole vraie de sortir. C'est quelque chose de tragique. Parce que, et moi, je peux le dire maintenant à l'âge que j'ai maintenant, j'ai quand même 50 ans, donc je peux dire que je vois que les choses dont j'ai souffert, moi, ce que j'ai subi en tant que petit enfant, 7 ans, 8 ans en avant, et à la fois il subit les viols, tout le monde le sait, et tout le monde lui dit que c'est ta faute. C'est-à-dire, comment on peut demander ça à un enfant marocain? Qu'est-ce qui fait que toute la société s'organise à sacrifier ses enfants, et quand ces enfants osent dire, mais regardez ce qu'il me fait telle ou telle personne, et l'enfant lui dit, c'est toi qui les attires, les violeurs. C'est-à-dire, il y a quelque chose de terrifiant tout d'un coup, c'est plus que terrifiant, c'est la mort pour tout le monde qui s'installe. Et je le vois, comme je dis, à mon âge maintenant, je vois ces mêmes systèmes qui se répètent. Il y a des petites choses qui bougent, mais profondément, ce système qui sacrifie les enfants, surtout quand ils sont gays ou lesbiennes, ou là, qui ont un petit peu de différence, il n'y a pas encore des gens autour d'eux pour les soutenir et pour tout simplement les défendre. Moi, très sincèrement, je ne sais pas d'où m'est venue cette force pour un enfant violé par tout le quartier, le quartier qui sait, la famille qui sait, et puis un gamin j'étais devenu cette chose, n'importe qui voulait assouvir une petite libido, sa sexualité, il disait Abdallah Moujoud. J'étais devenu ça. Je pense que les gens n'entendent. Je l'ai dit, je l'ai redit depuis 2006. Mais les gens n'entendent pas ce que j'ai dit. Ils n'entendent pas. Ils ne veulent pas entendre. Tu te rends compte, un enfant de 10 ans ils lui ont fait construire ils ont construit autour de lui une légende sexuelle. Un enfant de 8 ans, 10 ans, quand tu arrives au collège, tu trouves que la réputation qu'ils m'ont faite, elle est déjà là. Et d'autres gens que je ne connaissais même pas, et tout d'un coup, ils viennent me prendre par la main, ils me violent. C'est-à-dire qu'il y avait tout d'un coup un système de viol beaucoup plus grand que moi. Et moi, très sincèrement, je ne sais pas donc où j'ai trouvé la puissance, la force, l'énergie pour ne pas mourir complètement, pour ne pas me chiner assez web. Et que, d'accord, je sais que je me suis accroché aux études, je me suis accroché aux films égyptiens, je me suis accroché à Samira Saïd, que j'adore et je vénère jusqu'à aujourd'hui. Mais quand même, je dis, mais ça ne suffit pas. C'est quand même, j'étais un gamin, un petit enfant. Et jusqu'à aujourd'hui, et ça c'est un point très important, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 50 ans, personne ne m'a dit, par rapport à tout ce que j'ai dit, ne m'a appelé au téléphone pour me dire, je suis désolé, je savais et je m'excuse, je ne t'ai pas défendu. Personne ne m'a appelé pour me dire juste de discuter avec moi ce qui m'est arrivé. Juste une discussion. Tu vois, comme les gens que tu croises par hasard, comme je disais tout à l'heure, le machin qui dit le coup là. C'est effrayant. Ça te dit la solitude et la mort qu'on installe chez les gens, et que quand ils arrivent à un certain âge, 50 ans comme moi, on attend d'eux qu'ils aient oublié. C'est terrifiant. On fait juste un saut dans le temps. Là, on est dans les années 80. En 98, tu obtiens une bourse pour aller à Genève. Malgré tout ce que tu as, c'est ça que je veux dire en fait. Malgré tout ce que tu as vécu et de la force que tu as eu en toi, en 98, tu arrives à obtenir une bourse pour aller à Genève, puis tu vas à Paris une année plus tard, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Mais cette bourse, en fait, je sais pas comment dire, c'est le destin.
qui me l'a donné. Parce que moi, je l'avais même pas demandé. Il se trouve que quand je me suis mis à étudier la langue et la littérature française à l'université Mohamed V à Rabat, je ne sais par quel miracle, alors qu'il y avait avec moi des étudiants qui venaient de la mission française de Descartes, le lycée Descartes de Rabat, je suis devenu major de promotion. Qui fait de l'ihad, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, parce qu'a priori, quelqu'un comme moi qui vient de Talim, Dial Doula, lycée Dial, a priori, mon français ne devrait même pas être, tu vois, Mais comment tu as appris le français? Comment tu as appris le français, justement? Justement, c'est le cahier dont je t'ai parlé au départ. Ok. Je suis arrivé je me rappelle très bien à l'université Farbat, c'était septembre 1992, 92. Donc, je voyais bien qu'il y avait des riches, il y avait des gens qui j'ai besoin, chef qui j'ai besoin, tu vois, à l'université. Il y avait, enfin, je savais qu'au Rabat fait rire les riches, mais là, j'étais sûr qu'il y avait que les riches. C'était ça mon sujet sur Rabat. Je veux dire que là, c'est la ville qui opprime Salé, mais que Salé résiste à Rabat, bien sûr. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre. Je me disais que ma mère, Mskina Allah, tu vois, elle se sacrifiait juste pour me trouver juste pour payer le bus, pour traverser l'Oued, d'aller de Salé à Rabat, et aller faire. Peut-être que je me disais, je n'ai pas le droit de la décevoir et qu'il fallait faire quelque chose. Donc, mon intuition, c'est même pas de l'intelligence, m'a fait acheter ces cahiers de Ftar Sber, de la Ibara, et c'est ce cahier où je me suis mis, ce que je t'ai raconté tout à l'heure, à écrire tout et n'importe quoi en français. Il m'est arrivé de prendre même, je sais pas moi, si tu vois, chez Cartona, Pihachi, Shampoing, chez Haja, tout ce qui est écrit en français sur le Cartona de Shampoing, je l'écrivais, je le réécrivais, je le copiais, le recopiais et essayais de comprendre c'est quoi ces choses, qu'est-ce que ça signifie ces mots. La seule courage que je me reconnais, c'est que je n'ai pas arrêté. Pas fatigué. Je me suis pas, après 2 mois, je me suis dit, ça y est, avec le cahier, m'a révélé dans tous les sens du terme que tu veux et a amélioré mon niveau en langue française. Et au bout de l'année, j'étais le premier. Et deuxième année premier, troisième année, quatrième année. Et à un moment donné, une bourse de l'université de Genève est apparue, si je peux dire, à l'université. Mais moi, je ne le savais même pas. Hein. C'est eux qui m'ont dit, voilà, il y a cette bourse. Alors peut-être que Hachmo, mais ça pourrait être parce que comme j'étais le premier et tout ça. Je ne sais pas, peut-être Rabat Loualidine, comme on dit le Maghrib, et ce sont eux qui m'ont dit, il y a cette bourse, on te la donne. Et c'est comme ça que je suis allé à Genève et après à Paris. Mais sans cette bourse, je serais resté au Maroc et je ne sais pas ce qui serait arrivé parce que, comme je l'ai dit, j'ai pu sauver mon corps en tant qu'enfant par je ne sais quel miracle, mais je ne sais pas si l'adulte que je serais devenu aurait pu supporter les pressions qui existent dans la société marocaine. Non, je comprends. Et du coup, voilà, on va à Genève, on va à Paris. Comment tu t'es senti une fois installé ailleurs? Ailleurs, quand je dis ailleurs, c'est loin de l'environnement de Salah, Hay Salam. Comment tu t'es senti? Est-ce que c'était à la hauteur des désespérances? Est-ce que tu avais des attentes particulières? Non, en fait, dès que tu arrives en Occident, d'une manière générale, hein, donc la Genève, la Suisse, la Paris, c'est l'Occident. Tu comprends tout de suite, ils te font comprendre que tu n'es pas comme eux, que physiquement, que tu es un arabe pour aller le vite. Et ça, je parle de 1998. Tu le vois tout de suite. Et même quand tu commences à parler leur langue et leur culture, et que tu es capable d'avoir les mêmes discussions sur les mêmes références occidentales, culturelles, historiques, il y a toujours quelque chose qui va pas. Selon eux, qui manque. Toi, très vite, tu comprends qu'il y a là un racisme léger, fort, selon les moments, mais que là, tu ne peux, même si tu avais des idées positives sur l'Occident, tu comprends tout de suite qu'il y a une forme de colonialisme ou de post-colonialisme ou de vision colonialiste ou au minimum de l'orientalisme qui continue à exercer sur des individus comme moi, arabes, africains, musulmans, ce que tu veux. Et comme on a tous comme on dit, gramme de la dignité, comme on dit, de la dignité quand même, et ben moi, je ne vais pas accepter que quelqu'un me fasse comprendre qu'il est mieux que moi et qu'il connaît mieux que moi
la culture, le cinéma occidental. Alors que moi, je ne suis pas né dans sa langue, je ne suis pas né dans sa culture. Moi, je maîtrise déjà la langue et la culture arabe, la culture marocaine, la culture berbère. Et en plus de tout cela, je maîtrise ta culture à toi, je parle ta langue à toi. Je suis entré avec toi dans les moindres détails. Et malgré cela, tu te permets d'exercer sur moi ta supériorité supposée et à partir de là, ton racisme. Donc peut-être au départ, j'ai développé la stratégie de ne pas le dire tout de suite, mais au fond de moi, le mécanisme de défense, et je dirais même le mécanisme d'amour de soi, de moi-même, voilà. Peut-être que les gens ne m'ont pas aidé au Maroc à reconnaître ma propre valeur avec moi-même. Personne ne me disait que j'étais beau, ou bien que j'avais de belles mains, ou bien que ce pâté zouine, je sais pas moi, des choses comme ça. Je sais pas. Oui, moi au Maroc, on me disait rien, hein, franchement. Donc, j'ai pas grandi avec des gens qui je sais pas. Je leur paraissais. Et donc, il fallait toujours pour moi au Maroc développer cette idée que, je sais pas, écouter les autres. J'étais celui qui écoutait, qui posait des questions. Je leur donnais beaucoup d'amour et d'écoute, ce qui n'est pas rien. Je pense que c'est une stratégie de survie pour ne pas être rejeté complètement par les autres et par la société en tant que gay. Mais quand tu arrives en Occident qui est supposé avoir les droits de l'homme, ne pas avoir de racisme, tu te rends compte en fait que l'Occident n'est pas encore sorti du colonialisme. D'accord, il y a eu les indépendances, mais eux, les Occidentaux, on ne leur a pas appris ce que la France, la Suisse, l'Allemagne a fait pendant le colonialisme et la Guerre mondiale. Et ces visions colonialistes et racistes continuent d'être exercées, appliquées. Et aujourd'hui encore plus d'ailleurs qu'ailleurs. Mais dès que je suis arrivé, en tout cas en 98, franchement, crois-le ou pas, j'ai compris ma valeur, j'ai compris qu'il fallait que je me réconcilie avec moi-même, il fallait que les ambitions que j'avais depuis que je suis adolescent, parce que depuis je leur disais je veux être réalisateur, et eux ils riaient de moi. J'ai compris que l'ambition face à l'hostilité, donc au Maroc comme en Occident, il fallait qu'elle soit maintenant déclarée. Il fallait que je prépare ce que je dois faire. Non seulement faire des études, avoir des diplômes et tout ça, mais commencer à planifier, structurer qu'est-ce que je veux faire. Et donc, du coup, l'Occident, Genève dans un premier temps et Paris après, me sont apparus comme un territoire à envahir. Tu vois, c'est fou. Moi, j'avais peur des riches de Rabat, mais je n'ai jamais eu peur des Occidentaux, ou les intellectuels de Paris, ou les écrivains de Paris. Mais c'est fou, mais je n'avais pas peur de ces gens. Tu sais, dans une interview, tu disais, justement pour revenir sur ce point, tu disais que tu as l'impression que les gens en France, en fait, ont tendance à oublier tout l'effort qu'il t'a fallu pour apprendre le français, connaître leur culture, de bien parler la langue et de devenir écrivain dans leur propre langue, qui n'est pas ta langue natale, comme tu as dit, et qui te réduisait au final, l'exemple m'a fait bêtement sourire, il te réduisait au final à celui qu'on appelle Abdel, à la place de Abdellah, à celui à qui on dit, ah, toi, au moins, tu parles bien français. Donc, ma question, c'est, est-ce que tu as l'impression que tu as donné plus que tu n'as reçu de la culture française? Non, en fait, moi, je ne calcule pas, si tu veux, la chose de Bien cette sûr, manière. le ressenti. Que à partir du moment où je suis arrivé en Occident et j'ai compris le système politique autour de moi, donc comment je vais faire quelque chose pour réaliser mes désirs profonds, mes ambitions, c'est-à-dire l'écriture et réaliser un film un jour. Tu vois, clair pour moi d'arriver à. Pour arriver à cela, il a fallu beaucoup d'années de sacrifices et tout ça. Après, ce que eux ils ont commencé à dire sur mes livres, certains, dire sur mes livres je sais pas comment dire. J'ai un petit côté professeur, donc ça me dérange pas en tout cas d'expliquer.
d'essayer de clarifier les choses et aussi de pointer les problèmes. Je pense, tu disais tout à l'heure que mes livres sont autobiographiques, mais ils sont autobiographiques dans le sens où ils ont conscience des enjeux qui se passent dans le monde. Ils sont pas là juste pour dire, parler de moi. Mes livres ne sont pas égocentriques. Ils parlent d'un monde, ils parlent de Haït-Salem, ils parlent de cela, et par rapport à Rabat, il y a une vision du monde, une vision politique des choses, et une capacité à critiquer tout cela à travers des histoires très précises, un peu comme le livre que les Marocains connaissent le plus de moi, Le Rouge du Tarbouche. C'est des petites histoires, mais chacune de ces histoires dit quelque chose de politique et de humain, si on réfléchit bien à tout cela. Ben, c'est le même procédé qui se passe pour moi, la même stratégie, si tu veux, qui se passe pour moi en France. Et à un moment donné, je pense même que, je sais pas comment dire, qu'il ne faut pas que je m'explique trop à tout le monde tout le temps. Il faut que je réserve mon énergie à ce que je veux, écrire dans les livres. Parce que le plus important, c'est le livre et le film et le signe. C'est ça ce qui doit, après comment Romain ils le reçoivent, je peux analyser ça, cette réception. Mais à un moment donné, il faut s'en ficher, quoi. Il faut se concentrer sur moi. Mais à part ça, je sais que je suis un héros, un bataille, ça c'est sûr. Ah, bataille, ok. Mais ma question naturelle, après ce que tu nous as raconté, disons, ton expérience au Maroc et à l'étranger, ma question naturelle, c'est finalement, où est-ce que tu te sens chez toi? Ah, ça, c'est une question très importante pour aujourd'hui parce que je n'ai pas de réponse. Je suis en ce moment dans un flottement total. C'est-à-dire que, je sais pas comment dire, mais ça, c'est l'âge, parce que l'âge que j'ai maintenant, 50 ans. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à trouver des solutions pour survivre au Maroc et aussi à survivre en tant qu'immigré en France. Et que ce chemin, finalement, a été très, je parle de moi en tant qu'Abdallah, l'être humain, a été très solitaire. Je n'ai pas jamais été en couple ou avec quelqu'un qui m'aide ou avec qui je parle, qui fait qu'il y a, comment dire, un soutien moral ou là humain à côté de moi en permanence, jour et nuit, ou là dans mon lit, ou là ce genre de choses. Donc du coup, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, les viols, j'insiste, les viols à Ibadullah, sinon à Al-Mgharda. Marocains, s'il vous plaît, entendez et comprenez un enfant de 7 ans, 8 ans, tout le quartier qui le viole et après le collège et le lycée, et même quand tu vas à l'université Mohamed V Farbat, tu ne sais pas pourquoi la réputation qu'ils t'ont construite salée, elle prend le bus pour aller jusqu'à Rabat et tu la trouves qui s'applique sur toi. S'il vous plaît, comprenez ce que ça veut dire, aussi bien pour moi et pour des gens autour de vous, et même vous, certainement certains d'entre vous qui m'entendent. C'est le viol. Et on ne peut pas laisser les violeurs sans qu'ils soient au moins un petit peu punis. Il faut, on ne peut pas vivre en laissant les criminels et les violeurs autour de nous se transformer en soi-disant des bons pères, ou c'est le même père qui a violé je ne sais qui continue de violer, et c'est lui qui empêche les autres d'arriver à la justice et d'arriver juste simplement à briser les tabous, à parler. Parce que c'est ça au fond le fond du système. C'est que ce sont les mêmes qui violent, qui après deviennent les parents, et qui continuent par ailleurs de violer tout en étant Rabb al-Osra, et que dès que quelqu'un essaye de faire évoluer et de parler et de ce qui s'est passé, c'est-à-dire faire exister entre nous un espace de vérité, c'est le même Rabb al-Osra qui a violé, qui est violé, qui yuqaf, comme on dit, il se met debout et il te dit non, tu n'as pas le droit, notre tradition c'est comme ça, notre tradition c'est le viol, notre tradition c'est de briser nos enfants, notre tradition c'est d'empêcher que les gens arrivent au bonheur réel, qu'ils soient connectés avec eux-mêmes et avec leur pays. Notre tradition c'est de les maintenir dans des prisons morales et dans la solitude asphyxiante et terrifiante. Notre tradition c'est de tuer les homosexuels et les lesbiennes et les transgenres. C'est ça notre tradition. Malheureusement, il y a encore beaucoup de figures au Maroc, et même ailleurs qu'au Maroc, même en France,
même en Occident, on se rend compte que ce système, il a d'autres visages. Ça continue. Il y a toujours une autorité qui se lève, comme on dit, qui se met debout et qui te dit non, tu ne peux pas parler de ça. Non, ça, c'est pas ça. Ouais. Donc, à l'âge maintenant, à 50 ans, je pense ce qui m'est arrivé. Donc, tout ce chemin seul, alors les gens vont me dire, mais tu as écrit des livres, peut-être que ça t'a guéri, mais pas du tout. L'écriture est un travail, je construis quelque chose. Je ne le construis pas je sais pas comment dire, pour m'auto-caresser, ou là, pour, comment dire, dire à la racine. Non, pas du tout, c'est une construction. Les traumatismes ou d'accidents ou je pense qu'il faut un minimum d'abord de reconnaissance des autres, de ce qu'ils t'ont fait, et de demande de pardon. Les gens, en Maghreb, ne demandent pas pardon. C'est terrifiant. C'est incroyable. Les gens ne demandent pas. Par exemple, quand il y a un problème, il y a juste des gens, ils amènent avec eux quelqu'un de plus âgé, il vient te dire, mais juste tu lui pardonnes. Mais pardonner quoi? C'est pas l'histoire de pardonner. C'est-à-dire que quelqu'un réfléchisse à ce qu'il a fait et qu'il vienne qu'on discute de ce qui s'est passé et sur quelle base on va donner ce pardon. Ils ont malheureusement un ego surdimensionné. Dès qu'il s'agit de parler de manière sérieuse des problèmes, ils n'aiment pas qu'on les blâme, ils n'aiment pas qu'on leur dise tu savais, tu n'as pas dit. À un moment donné, quand ils voient que le problème devient sérieux, et rien n'est réglé. Or, je pense que les adultes, on ne peut pas devenir adulte, qu'on soit au Maroc, à New York, Londres, si il n'y a pas de confrontation plus que nécessaire avec les gens autour de nous. Et même peut-être que moi-même, j'ai fait du mal à quelqu'un, il faut que moi-même, à partir de ce que je veux que les gens me fassent, que j'arrive à la même conclusion. C'est quoi l'injustice que j'ai moi aussi infligée aux autres? Il me semble que ça me paraît le minimum, et pourtant ce minimum n'arrive pas encore au Maroc. Dès qu'on se met à parler sérieusement avec certains Marocains, et la terrifiante condamnation finale, quand ils voient que tu veux insister et approfondir la conversation, voilà. La conclusion facile. Abdallah, tu t'es toujours positionné ouvertement en tant que Marocain, écrivain, réalisateur et gay. C'est d'ailleurs ta bio sur Instagram. Autant pour les 3 premières descriptions, c'est assez commun. Autant pour la dernière, c'est quelque chose d'inédit en tant que positionnement artistique, on va dire, et au Maroc surtout. Alors ma question, c'est pourquoi ce choix de se présenter au grand public de cette manière volontairement, quand d'autres penseraient que c'est de l'ordre de l'intime? C'est pas de l'ordre de l'intime. Nous vivons dans un monde hétérosexuel, hétéronormatif, qui ne cesse de nous envahir jour et nuit, même quand on est en train de dormir, par leurs histoires, leurs problèmes, leur vie intime, leurs histoires d'amour, leurs histoires de divorce, leurs anniversaires, leurs beaux-parents, les parents de leurs beaux-parents. Tout ça, c'est hétérosexuel, un monde hétérosexuel, des histoires hétérosexuelles très intimes et très impudiques qui sont livrées dans le monde et imposées au monde. Le problème des hétérosexuels, c'est qu'ils ne veulent même pas réfléchir sur leur position de domination dans le monde dans lequel. Et dès qu'un petit gay ose leur dire « Mais moi aussi, j'ai besoin, comme vous, que mes histoires soient écoutées et entendues. Moi aussi, il faut que je parle. » Dès qu'il essaie de parler, on lui dit « Ah ben non, c'est ta vie privée, pourquoi tu ne parles de ça ?» Mais vous, les hétérosexuels, ouais, depuis des siècles, vous ne faites que cela. Et ils sont tellement habitués à ce qu'on les écoute, à ce qu'il n'y ait que eux, les rois et les reines du monde, que un petit, c'est une petite histoire, un petit être humain, qui ose leur dire, ils te disent, ah non, pour moi, Tataïa, c'est un écrivain, je ne le réduis pas à sexualité. Ah bah, je suis désolé, moi, je veux que tu penses d'abord à moi en tant que gay. Tu ne vas pas me respecter parce que je suis écrivain. Je n'ai pas besoin de ce respect. Je sais ma valeur en tant qu'écrivain. Je n'ai pas besoin de toi que tu me dises ce que que j'ai de la valeur en tant qu'écrivain. En revanche,
dans le pacte humain entre nous, d'être humain, être humain, comme moi je te reconnais comme hétérosexuel, tu dois me reconnaître en tant qu'homosexuel. Le problème, c'est que les hétérosexuels n'arrivent même pas, ne veulent même pas réfléchir sur ce que je suis en train de te dire. Donc, quand je dis Abdullah marocain, Ould Salam, écrivain et gay, pour moi, c'est une nécessité, c'est une revendication, c'est la moindre des choses que je puisse faire pour guérir d'être le petit garçon qui est encore en moi, qui a été tellement violenté par le monde. Et quand je dis le monde, c'est Salam, Tarbat, Tobis, tout le monde. Ils l'ont tué, Rouma, la société a tué le petit enfant en moi, et comme moi, l'adulte, comme j'ai survécu et que je parle de lui, ça les dérange. Au fond, c'est ça le problème. Ils ne veulent pas qu'on leur rappelle ce qu'ils nous ont fait. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, être adulte, c'est confronter le monde. Tu ne peux pas grandir sans ça. Avoir les conversations les plus dures. Et que si la guerre commence sur ce terrain-là, eh ben cette guerre, elle est la bienvenue. Parce que c'est une guerre et une confrontation pour que, au moins, que je sache qui je suis dans cette vie. Je ne vais quand même pas aller à la tombe sans savoir qui je suis. Or, il y a toujours quelqu'un dans la société qui ne veut me pousser, qui dit à la petite fille, ah, tu veux devenir une chanteuse, ah, tu veux devenir une pute, ah, tu veux devenir... Sans essayer de comprendre, sans aider cette petite fille à devenir ce qu'elle est. Ou alors, par exemple, une lesbienne, elle lui dit, ah non, mais voilà, tu ne veux pas travailler dans la cuisine, donc. Il y a tout un tas de choses, voilà, qui viennent là, mais des choses que je trouve absurdes, des arguments absurdes, des arguments assassins, qui empêchent les êtres humains de se connaître eux-mêmes. Donc, quand j'écris gay et que je le dis, que je le redis, c'est pour que les gens réfléchissent et qu'ils me reconnaissent en tant que gay. Et non pas qu'ils viennent me dire, mais pour moi, tu as plus de valeur, tu es écrivain. Je n'ai pas besoin de cette valeur. Alors, juste pour ceux qui ne le sauraient pas, il faut préciser que l'homosexualité est criminalisée au Maroc et encore très, très tabou, ce qui donne des situations, comme tu les as décrites tout à l'heure, Abdallah, et même comme tu les décris dans tes œuvres, où un homosexuel était et est toujours une victime désignée, destinée à être utilisée avec la bénédiction de tous comme des objets sexuels pour des hommes frustrés. Et j'ai une question, Abdallah, aujourd'hui, comme tu dis, avec l'âge et avec du recul, quelles sont, disons, les conséquences sur toi et surtout au rapport à ton pays, le Maroc? Alors, mon pays, le Maroc, tu vois, le Maroc, où ça aurait pu être la Tunisie, hein, Oui. si j'étais né. Il se trouve que je suis né dans ce pays. Je suis extrêmement attaché dans mon imaginaire, dans ma façon de vivre, à ce monde qui s'appelle Salé et en face Rabat. Pour moi, c'est ça le monde. Parce que Rabat, avec le pouvoir et les riches qui nous écrasent et qui veulent faire croire que les gens de Salé sont les oubliés et qui ne sont pas capables de résister. Or, Salé, et c'est ça l'imaginaire que j'ai dans ma tête, c'est toujours, voilà, et Salé, il y a toujours un esprit, on va pas accepter ce pouvoir de Rabat sur nous. Donc, il y a une forme de, comment dire, j'ai grandi avec l'idée de la résistance nécessaire. Moulin Rabat, c'est comme par exemple le mot Dafin, les fonctionnaires de Salé qui vont à Rabat. Quand ils reviennent le soir de Rabat, on lui dit, eh oh, Rabat, Rabat. Tu vois? Donc, je veux dire, cette idée que Rabat a changé ta peau est inacceptable. Donc, ma peau et mon attachement au monde, c'est cette situation, voilà, ces deux villes, et le fleuve Bourglag. Je trouve, au-delà de l'aspect politique de la chose dont je suis en train de parler, que c'est une position géographique, un lieu sublime. Tu vois, à chaque fois que j'avais la possibilité, donc quand j'allais à l'université, donc dès que le bus passait par le Qantara, il y a l'oued Bourglag, je regardais à droite et à gauche, je trouvais que c'était sublime. L'endroit en lui-même, les vallées, la plage là-bas, l'Oudaya, Pichala, de l'autre côté. J'ai toujours trouvé, et même quand je n'avais pas d'argent pour, par exemple, manger à midi à l'université,
tout ce que je faisais, c'est que j'allais à Challa. Donc, tu vois, de l'université Mohamed V, Rabat, d'Abarwa. Donc, je marchais jusqu'à Challa. À l'époque, on pouvait la traverser par Touarga. Donc, maintenant, on peut plus. Et après, si j'ai le temps, je jusqu'à l'Mdina al-Qadima. Et j'ai toujours trouvé que, déjà, que ces lieux-là à Rabat étaient très beaux. Et pareil, quand j'arrivais à Salé. J'ai toujours trouvé, par exemple, la vieille ville de Salé encore plus belle que celle de Rabat. Donc voilà, je te raconte juste tout ça pour te dire, je n'ai pas quitté le Maroc parce que j'avais de la haine pour le Maroc, ou bien que je me considérais pas comme Marocain, ou bien parce que à cause de ce qui m'est arrivé au Maroc et dans ma société, que ça m'a fait haïr les Marocains ou ma mère. Pas du tout. J'ai quitté le Maroc parce qu'on m'a donné cette bourse, et aussi parce que j'ai compris à un moment donné que j'avais des rêves et des ambitions et que je ne pouvais pas les réaliser au Maroc, notamment devenir écrivain, réalisateur. Il fallait aller dans un endroit pour pouvoir réaliser tout cela. Mais l'attachement et la vision du monde premier, c'est forever, c'est Salé et en face Rabat. Mais je suis toujours du côté de Salé, pour que ce soit clair. Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que les œuvres, encore une fois, au début autobiographiques, certes, on les prend à l'échelle du quartier d'El Hassalam, mais au final, on retrouve des œuvres avec une portée mondiale. Parmi les œuvres que tu as écrites, on a Vivra ta lumière, que tu as cité tout à l'heure, on a Celui qui est digne d'être aimé. Est-ce que les deux que j'ai cités, est-ce que tu sais dans combien de langues ils ont été traduits? Mes livres, pratiquement tous mes livres ont été traduits dans beaucoup de langues, dans une dizaine de langues. Et moi, je trouve que c'est un miracle. Parce que, je vais te dire pourquoi. Parce que quand même, mes livres parlent de sujets qui ne sont pas mainstream. C'est pas tu vois, c'est pas un livre avec une intrigue, un meurtre, c'est des livres assez violents. Ils parlent de choses, pas du tout très simples. C'est pas des best-sellers dans le sens où ça vend des centaines de milliers d'exemplaires. Ça se vend, mais je comprends pourquoi c'est des livres très compliqués, très durs pour certains d'entre eux et très dans la confrontation avec le monde, avec les personnages. Et souvent, plus tu lis, plus c'est approfondi et souvent ça se termine de manière assez brutale. De toute façon, l'écriture demande ça. Donc, que ces livres soient traduits en anglais, en suède, en danois, en italien, je trouve que c'est assez incroyable. C'est fou. Et en même temps, pour moi, c'est un miracle parce que ces traductions ne sont pas arrivées parce que moi, je ne sais pas moi qui ai cherché ces traductions. Ils sont arrivés parce que une forme de miracle est arrivée. Certaines personnes les ont lues, de bouche à oreille. Ils les ont lus, ils ont compris qu'il y avait là quelque chose qui les a touchés, et donc il les a poussés à les traduire. Je suis même traduit au Brésil, tu te rends compte, c'est incroyable. Pour moi, et ce qui est traduit au Brésil, c'est la réalité de Haït Salam, notre monde, et c'est ça ce qu'ils aiment et ce qui les touche. C'est ça ce que je trouve, c'est pour ça que je te dis c'est un miracle, que je ne peux pas avoir planifié tout cela. Ce que je planifie, c'est la construction de livres. Comment faire qu'il y ait quelque chose de beau, intéressant, poétique, formidable, peut-être arrive. Mais après, je ne peux pas maîtriser ça. Mais que mes livres, que l'histoire, par exemple, de ma mère, le livre sur ma mère, Vive ta lumière, est traduit au Brésil. Je trouve que je suis tellement heureux pour ma mère, même pas pour moi, que son histoire, non seulement elle est entrée dans la littérature, mais elle est que peut-être une femme brésilienne comme elle, qui s'est sacrifiée, parce que ma mère s'est sacrifiée pour nous, au sens propre, que son histoire arrive jusque-là. Alors, j'ai bien conscience que ça donne de moi un exemple positif pour les autres. Et même si je n'aime pas parler de moi de cette manière-là, je trouve que si moi, il y avait quelqu'un quand j'étais petit, garçon, quand j'étais adolescent, et qui parlait, qui écrivait sur le monde, sur l'homosexualité et le monde, les deux, pour que les gens comprennent. Et je le répète, j'écris sur les deux, j'écris sur Saleh, Rabat, moi, les gens, le pouvoir, le Barlaman, tout ça, j'écris sur tout. Ma mère, mon père, c'est une vision du monde. C'est cela, Orbat, cette opposition, cette guerre, cette tentative de réconciliation. Pourquoi, dès qu'on va à Rabat, on a mal à la tête, comme on dit?
cette vision. Donc, s'il y avait quelqu'un comme moi, si je peux me permettre, quand j'étais petit, peut-être que ça m'aurait sauvé, peut-être que je n'aurais même pas quitté le Maroc. Ouais. Et je trouve qu'il est nécessaire qu'il y ait d'autres écrivains, gays, lesbiennes, transgenres, et qu'on les aide, parce que ce n'est pas contre le monde qu'il y ait des livres et des gens qui s'expriment sur ça, mais parce que ce sont les gens les plus opprimés dans le monde. Il y a la loi contre eux, les parents contre eux, l'école contre eux, la société, les viols et tout ça. Est-ce que les gens peuvent accepter que leurs enfants soient à ce point-là maltraités et violés? C'est une question, je pose la question aux parents. C'est une question pour moi je veux dire, moi, mes parents, je peux leur trouver des excuses, ils étaient tellement pauvres, pas de quoi, ils étaient juste dans une guerre, juste, comme on dit, juste pour trouver du pain, de la farine, de quoi nous donner à manger. Donc peut-être qu'ils n'avaient pas même pas le temps pour penser à ce petit enfant numéro 8 qui est gay, qui est maltraité. Ils n'avaient pas ce temps-là. Mais les parents d'aujourd'hui, s'ils m'écoutent, je veux dire, au nom de quoi vous allez continuer à opprimer, à sacrifier, tuer vos enfants à partir du moment qu'ils sont gays, lesbiennes ou transgenres? Pourquoi vous les avez mis au monde si vous n'êtes pas capable de les protéger et de les défendre, et que si quelqu'un juste les insulte avec un mot, que vous soyez capable d'aller chez cette personne, de frapper à la porte, et de dire à cette personne, cette fille ou bien ce garçon, c'est moi, c'est ma chair, tu n'as pas le droit de faire ça pour cet enfant. Les parents marocains ne font pas ça. Ils font ça quand il y a un enjeu de réputation des familles. Mais ils ne font pas ça à leurs petits-enfants. Ils disent à leurs enfants, tais-toi, tu vas me jeter la honte sur moi. Les invités arrivent, cache-toi dans le hammam ou ne sors pas jusqu'à ce qu'ils partent, les invités. Ces choses, ces mots, ces stratégies sont terrifiantes pour cet individu opprimé et pour toute la famille et par coup pour toute la société. Je me permets de parler de cette manière-là parce que ce système continue malheureusement au Maroc et ailleurs. Alors, on arrive à la dernière question. Abdallah, quelle serait pour toi ta définition de la marocanité? Pour moi, Tamrabit, elle est très facile à expliquer. C'est ma mère, Mbarka Lahna. Ma mère est une femme qui est née dans la campagne de Beni Mellal ou d'Abrahim, donc dans une famille très pauvre. Donc c'est la Robia, comme on dit, dans les années 30. Son premier mari a été pris par les autorités françaises qui colonisaient le Maroc à l'époque, l'ont envoyé faire la guerre en Indochine, Vietnam aujourd'hui. Donc tuer des gens qui ne lui ont rien fait. Donc tuer des Vietnamiens. Donc il a été tué là-bas, ce mari. Il est enterré là-bas. La France a donné des indemnités à la famille de ce mari, le mari de ma mère. Cette famille a pris l'argent. Ils ont jeté ma mère dans la rue. Ils lui ont pris sa fille, la première fille qu'elle avait eue avec cet homme. Au sens propre, ils lui ont pris sa fille. Ils l'ont jeté, comme on dit dans la campagne, dans les années 50. Et à partir de là, cette femme a pu trouver un autre homme, qui est mon père, et avec lui, fonder une famille, avoir 9 enfants, 10 enfants, si en comptant une fille qui est décédée, et pousser cet homme à immigrer à Jdida dans les années 60, à devenir SS dans un collège et dans un lycée. Et dans ce lycée, ils leur ont donné juste deux chambres où dormir, où vivre. Et parce qu'elle a vécu dans ce lycée, elle a vu dans les années 60 que le salut pour elle et pour sa famille, ses enfants, c'est que ses enfants doivent passer par l'école. Il faut qu'ils soient instruits. Donc, elle a mis tout le monde à l'école. Je ne sais pas où est-ce qu'elle a trouvé l'argent. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée. Mais quand moi, je suis né en 1973, cette femme, par sa réflexion et ses stratégies et sa programmation de mon père, ils étaient arrivés à Rabat. Ils habitaient la bibliothèque générale de Rabat. La bibliothèque générale de Rabat, où mon père était Chaouch. D'ailleurs, dans le Haïsam, on nous appelait Ould Chaouch. Et donc, tu te rends compte de la réflexion de cette femme.
C'est ça pour moi, Tamar Rabit. C'est une femme marocaine qui réfléchit la réalité marocaine et qui, à partir et dans un milieu extrêmement hostile, est capable de survivre et faire survivre les autres. Mais cette Tamar Rabit, malheureusement, qui est la définition même de la femme marocaine, cette Tamar Rabit, elle opprime cette même femme qui permet à tout un pays de survivre et de vivre. Ce même système qui nous dit que la femme marocaine, le Mara Maghrebiya, c'est le Maroc, ce même système, il opprime et il tue la femme marocaine. Sauf que ma mère, et c'est ça ce que je pense, c'est peut-être ça qui a fait de moi aussi un écrivain, je l'ai toujours vu, peut-être elle n'écoutait pas ce qu'on disait, nous, parce que c'était elle qui programmait tout. Et c'est elle qui savait rien, nous, on ne comprenait pas les enjeux de la société, du Maroc, et ce temps d'où elle venait. Elle appliquait les choses pour nous sauver à nous. Et régulièrement, elle faisait cette chose. Elle se souvenait tout d'un coup, elle se souvenait des gens qui lui ont fait du mal. Et elle se servait de nous, ses enfants, comme tu vois, c'est comme si nous étions ses soutiens. Et elle remettait devant nous, en scène, le problème et le mal qu'on lui avait fait. Et elle avait besoin de dire ce mal qu'on lui avait fait. Et parfois, ce mal était parfois peut-être des voisines, ou là des voisins, ou la moule Hanout, ou la moule Djej, je ne sais pas qui. Et elle me disait, venez avec moi. Quand Katimchi, elle allait chez la voisine, comme Tqali al-Bab, et là, elle se mettait à l'incendier. J'utilisais l'exemple de Nicki Minaj dans une chanson de rap. Tu vois, quand elle confronte. Mon désir de confronter le monde et de parler de moi et de m'écrire moi et le monde, il vient de cette une femme marocaine qui est pour moi la définition de Tamar Rabit même, mais cette même Tamar Rabit doit nécessairement changer aujourd'hui. Merci beaucoup, Abdallah. C'était vraiment un plaisir de t'avoir dans Plus de 112 le podcast. Vraiment. Tout mon amour et tout mon soutien à toutes les personnes qui nous écoutent. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Plus de 112. Abonnez-vous et n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux. À bientôt.